si wow. Bah moi en femme douce con si wow, en femme pour même pas résister. Ça vous rappelle quelque chose? Vous vous souvenez? Siwo, Jocelyne Berroir, l'impératrice absolue du zouk. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une digne héritière de cette incandescente génération. Elle s'appelle Angie. Elle nous vient de la Guadeloupe. C'est terrible. On peut vivre qu'on loue, ça y est qu'a dit moins trop réservé. Mais moi savent qu'il est sans voler, c'est d'adou. Y'a un voix qu'à danser, un fouti belle, fouti bien glacé. Faut moi tes souris, pour réagir. Provoquer pas marcher, mais bon Dieu qu'a pour moi fait encore. Mais d'adou, t'adou et moi. En mélodie, pour danser. En mélodie, pour faire nous dadouer. En mélodie, pour danser. En mélodie, pour faire nous dadouer. Est-ce nous qui peut garder? Est-ce nous qui peut? Est-ce nous qui peut? Arrêtez, est-ce que peut du moins qu'un bébé pas laisser aller? Oh, never let it go. Qu'un bébé pas laisser aller? Oh, never let it go. Qu'un bébé pas laisser aller? Never let it go. Cabé. Salut à tous, bienvenue sur TV5 Monde. Merci de rejoindre le magazine Africanité, le magazine Culture et Société de TV5 Monde qui ce mois-ci aborde le thème de l'art culinaire d'Afrique et de sa diaspora aux côtés de notre princesse d'exquise féminité, c'est Lise Lauretiat, pour une immersion au cœur de l'actualité des sorties cinématographiques. Vous serez sevrés en cette fin d'année, côté chevauché, livresque, fantastique. Nous avons pensé au meilleur parmi tous, c'est monsieur Christian Eboulet. Au menu encore, forcément, la quintessence musicale. Avec nous, l'une des dernières sensations éprouvées dans le giron des musiques caraïbes. Elle nous vient de la Guadeloupe, elle s'appelle Angie. Vous connaissez tous et toutes ses refrains. Le tout à la rencontre de quelques-uns des magiciens de ce que l'on appelle la nouvelle cuisine d'inspiration afro, sous le regard bienveillant d'une femme d'exception, la première femme d'ascendance africaine, chef de cuisine, Rougidia, notre grand témoin. Soyez la bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, et vous? Vous êtes... Oh, mieux, c'est impossible. On vous pose la question, les collégiales. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Magnifique. Franco-sénégalaise, est-ce que cette double appartenance est-ce qui vous a poussé peut-être à faciliter, on va dire, un métissage dans l'art que vous avez vous-même tissé, noué, dans la présentation de vos plats? Je pense que le fait, oui, d'avoir grandi ici, d'avoir baigné complètement dans le côté africain, vraiment Hapula, ça a beaucoup aidé. Et puis le fait d'avoir ses racines, d'être fier, de préparer à la maison, je pense que ça nous permet de se dire, bon, je suis fière d'être africaine, mais en même temps, je fais partie je suis née et j'ai grandi et je mange la cuisine française et j'ai envie de la mettre en évidence. Si, sauf votre respect, vous allez être cuisiné à l'instant et pendant quelques nombreuses minutes autour notamment de rencontres, de réflexions en faveur de cette émergence d'une nouvelle écriture de la cuisine africaine. Mais auparavant, je propose de découvrir le portrait qu'Africanité a dressé de vous.
Comme ses jeunes apprentis, Rougidia a fait ses classes il y a près de 20 ans dans les cuisines de ce centre européen de formation des villes peintes en région parisienne. À l'époque, elle n'imaginait sans doute pas qu'elle deviendrait un jour une chef de cuisine connue et reconnue. Il y a 20 ans que j'ai eu en cours et pour moi c'était à l'époque une apprentie très sérieuse qui bossait, qui posait la question et je suis très fier. Parce que quand je vois Rukia, pour moi ici, c'est une réussite. Pour moi, enfin, il y a tout, quoi. Née à Paris en 1976, Rougidia est issue d'une famille modeste d'origine sénégalaise. Elle assume aujourd'hui avec fierté cette double culture et revendique son attachement à la gastronomie française. Je mange mon latidera avec fierté quand j'arrive à la maison, mon soupoucadier ou quoi que ce soit. Soyez fiers des deux trucs que vous êtes, des deux origines. Moi, quand je vais au Sénégal, quand on me parle, vous êtes plus sénégalais et tout. Oui, je suis Halpula, il n'y a pas de problème. Je suis Peul, il n'y a pas de problème, je suis fière. Je suis née par contre en France, j'ai fait mes études en France, je défends la gastronomie française. À la fin de ses études, Rougidia fait ses gammes à Paris, en particulier aux côtés du chef Sébastien Faré. Ah, ça sent la citronnelle. Volontaire et déterminée, la jeune femme acquiert patiemment l'amour du métier et des produits de qualité. On a travaillé quelques années ensemble dans différents restaurants jusqu'à ce qu'elle finisse comme chef chez Pétrosian à prendre ma place. C'était une belle opportunité pour Rougui, pour qu'elle puisse s'exprimer dans sa cuisine. Et puis en même temps, pour qu'elle puisse être un peu plus à la lumière. Il faut profiter qu'une femme de couleur, pour une fois, soit reconnue. En 2005, Rougidia succède en effet à Sébastien Faré comme chef de cuisine du 144, le célèbre restaurant du groupe Pétrosian. Je cherchais un nouveau chef et je me suis tout de suite dit que ce serait Rougui. Et là, Rougui, elle a eu tellement peur, elle m'a dit « mais j'y arriverai pas ». J'ai dit « si, réfléchissez 2 semaines et dites-moi votre réponse, vous allez pouvoir le faire ». Et effectivement, elle s'est très bien débrouillée, elle est restée chef pratiquement 10 ans. Portée par son succès chez Pétrosian, Rougidia décide de relever un autre défi il y a 2 ans, mettre sur pied les cuisines du Bouddha Bar parisien. Aujourd'hui, la jeune femme travaille à la création de son propre restaurant, un établissement qui devrait voir le jour dans les prochains mois à Paris. Saveurs et senteurs culinaires d'inspiration africaine. Africanité est aujourd'hui au fourneau et sur les réseaux internet pour titiller vos papilles gustatives. Allez-y faire un tour, réagissez, humectez et revenez, notamment sur ce portrait qui vous inspire quoi, Rougui ? Des moments très sympathiques, je pense. Merci. C'était un bon retour de revoir un peu tout le monde, aussi bien le CFA qu'à la maison Pétrosian, où il y a encore des bons attaches. Mais Une grande famille, en fait. Une grande famille, oui. Alors, nous a rejoint sur ce plateau un autre chef de calibre et d'envergure, c'est le moins que l'on puisse dire, le chef cuisinier d'origine camerounaise, Monsieur Christian Abégan. Vous êtes issu des rangs de la prestigieuse école de cuisine, le Cordon Bleu de Paris. Soyez le bienvenu, vous connaissiez ? Oui. Moi, voilà, j'ai suivi un peu le parcours. Un peu, oui, moi je la connais. Et puis bon, c'est très à tout honneur, parce que l'Afrique célèbre la cuisine par les femmes. Les femmes font tellement de choses dans la cuisine qu'une femme qui représente aussi bien la cuisine dans le monde, c'est très très bien. Une majesté et une autre. Une grande. Alors, Rougui, j'ai lu que plus jeune, vous vous destiniez à l'armée ou à la couture. Alors, je me demande qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, puisque finalement, vous avez opté pour la cuisine. Alors, parce que je voulais faire en fait la formation en couture, parce que j'aime de toute façon le travail manuel en général, j'aime beaucoup ça. Et les écoles étaient sur Paris, donc je me suis dit, je vais prendre une école beaucoup plus proche. 2 ans de galère, donc je me suis dit, avec quand même 10 kilos de plus que par rapport à aujourd'hui, où je me suis dit, tiens, l'armée me plaît, ça fait 2 ans que je cherche pour pouvoir juste avoir un diplôme, un CAP, c'est quand même assez grave. Donc je vais aller vers l'armée, qui me plaisait beaucoup. Et puis, lorsque je suis allée à la mairie pour m'inscrire, je suis arrivée, on m'a dit, Rougui, c'est pas commun forcément. Vous pourrez dire à votre frère, parce qu'elle avait tout fait, elle avait noté, à votre frère de venir demain.
Je lui dis, mais c'est pas mon frère, c'est moi. Et là, il me dit, mais comment ça? J'ai dit, oui, Rougui, c'est mon prénom, c'est féminin. Donc, vous avez un diplôme? Bah non, j'ai pas réussi à en avoir. Et puis ils me disent, bah, il faut avoir un BEP. À ce moment-là, en tout cas, il faut avoir au moins le BEP pour pouvoir rentrer à l'armée. Je me suis dit, allez, on s'y remet. Dès que j'ai mon BEP, je pars à l'armée. Et puis, je suis restée sur ma voie. Et en même Et temps, le choix de la cuisine, est-ce que votre famille, quand vous leur avez annoncé que vous vouliez faire de la cuisine, vous ont soutenu, ils vous ont encouragé à faire de la cuisine? Alors j'ai eu la chance, c'est que à chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose, la famille, ma mère m'a toujours soutenue, mon père aussi. Et lorsque je leur ai annoncé que je voulais faire de la couture, c'est vrai que de la cuisine, ma c'est mère la m'a haute demandé. couture, ce que vous faites. Hein. C'est la haute couture gastronomique. C'est un lapsus révélateur. La couture, aujourd'hui, la cuisine englobe les deux. Puisqu'en fait, il y a tout ce qui est création, la couleur, la mise en avant d'un plat sur une assiette. Mais il y a aussi tout ce qui est dégustation. Donc là, c'est les choses en plus. Mais en même temps, on parle de brigade, on parle d'échelons à monter. Donc en fait, je pense que j'ai retrouvé les métiers que je voulais faire en un. C'est ma chance. Couture, armée. Et en même temps, quand on sort de l'armée, vu ce qu'on mange, ça donne envie d'apprendre à faire la cuisine. Et ça va certainement inspirer Christian Abégan. On sait que pour certains parents, un peu comme pour la musique et d'autres formes d'expression artistique, parce que pour moi, l'art culinaire, c'est une forme d'expression artistique, beaucoup de parents considèrent que ce sont des gens qui ont raté leurs études et qui ont raté quasiment leur vie, qui s'adonnent à cette carrière. Vous, depuis de nombreuses années, vous défendez une certaine identité de la cuisine gastronomique africaine que vous définissez comment? Il faut déjà parler de cuisine africaine ou de cuisine afro-continentale. L'Afrique est un continent, donc on ne peut pas rester sur des termes où on englobe le travail de beaucoup d'artistes, par exemple. Un travail de recherche, un travail d'établissement. Il y a des restaurants de rue, il y a des restaurants gastronomiques, il y a des restaurants d'inspiration. Il faut vraiment dissocier un peu cela. Il faut parler d'un panel culinaire africain. Si j'osais, je vous dirais, mettez les pieds dans le plat. C'est quoi la gastronomie africaine? Comment vous la définiriez? Il faut aller déjà dire que la gastronomie, c'est le processus d'élaboration d'une recette. Donc, à partir du moment où on prend une recette de base, on amène à un certain travail. C'est-à-dire, un plat, par exemple, sur l'Afrique et le tchiboudien, avec tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir le terminer, c'est un plat gastronomique. Donc, ce qui veut dire que les sandwichs africains, c'est pas de la gastronomie africaine, d'accord? Les omelettes de rue qu'on a en Afrique, c'est pas de la gastronomie. Ça fait partie du panel de la Christian cuisine Abégan, vous insistez sur la cuisine traditionnelle africaine. Comment vous l'insérez dans cette gastronomie? C'est la base, c'est une inspiration pratique parce que c'est un héritage séculaire. On part de cela parce que là, on ne la dilue pas. Parce que même si on fait un travail de recherche, comme elle l'a si bien fait quand elle avait un peu ostracisé la cuisine en mettant sa purée de patates douces avec du caviar, je crois, je ne sais plus. Voilà. Ça avait étonné il y a quelques années, donc c'était elle, c'est ce mérite-là. Mais c'est cette base traditionnelle qui est séculaire, dont c'est un héritage, dont on part de l'héritage pour continuer un certain perfectionnement et pour pouvoir essayer de donner toute cette diversité plurielle qui est essentielle à ce métier assez difficile aussi. Alors, Rougui, quand vous faites vos plats, quelle est votre source d'inspiration? Alors moi, c'est au moment où je partage un repas entre amis. Donc ça peut être, on découvre un produit au marché. Ma mère, une fois, elle me goûte les kakis. Elle me dit, tiens, il faut que tu viennes avec moi au marché. Il faut absolument que tu viennes. Et puis elle insiste. Donc je suis. Elle me dit, tiens, j'ai découvert le kaki. Ce produit-là qui est la tomate, regarde. Et je pense qu'elle a toujours, en fait, elle a toujours travaillé dans ce sens. De toute façon, la femme africaine a toujours travaillé dans ce sens, à faire goûter le plat. Est-ce que c'est acide? Est-ce que c'est assez pimenté? Est-ce que c'est amer ou quoi que ce soit? Donc on aime en fait tous ces produits-là. En fait, en général, on recherche tous ces produits-là. Christian Abégan, défendre l'identité gastronomique, culinaire africaine, c'est défendre la culture africaine. La culture, c'est la traditionnalité et le respect donc des saveurs. Parce que j'estime qu'il y a souvent des associations qui ne peuvent pas être raisonnables dans le métier de... Par exemple, la moutarde avec le sakasaka. Voilà, mais beaucoup de... On peut voir, il y a beaucoup de, comme je dis, des cuisiniers, beaucoup de cuisiniers jetables qui essayent de faire des choses comme ça. Parce qu'il y a le respect d'une certaine tradition séculaire où, en fin de compte, le produit présenté doit avoir une certaine
énergie. Et puis quand on déguste, les qualités organoleptiques de nos sens doivent être vraiment épanouies. On doit être toujours dans... Il faut revenons terre à terre, Christian. Ça veut dire c'est quoi, terre à terre, c'est tout ce qu'on ressent quand on déguste un plat. Tout est dans l'essence et dans l'expression de la sensibilité. Christian Abégan, on vous retrouve tout à l'heure. Vous avez un cadeau à nous offrir, un plat pour cette période de fin d'année, une petite confection particulière pour toutes celles et tous ceux. C'est un nouveau concept, hein. C'est cognitif, c'est virtuel, mais si vous plongez véritablement dans l'africanité, vous aurez le goût au palais de ce que vous allez nous offrir tout à l'heure. C'est une belle surprise, n'en dirai pas plus. Je propose à présent, si vous le voulez bien, d'aller au cœur de la pointe, on va dire, australe du continent africain, au pays de Madiba, à la rencontre d'une femme, chef de cuisine d'exception. Elle est originaire de Durban et on vous retrouve juste derrière. Regardez. Voilà celle qui incarne le renouveau de la gastronomie sud-africaine. Il y a une douzaine d'années, cette fille d'homme d'affaires zoulou a tout plaqué pour faire la cuisine qu'elle aime. À l'époque, le métier de chef n'était pas pris au sérieux. Quand j'ai démissionné, tout le monde m'a dit que j'étais folle, que j'avais un bon travail. Mais je devais faire ce que j'avais envie de faire. Tu dois te construire par toi-même. Si tu n'as pas cet esprit combatif, ça ne marche pas. 2 minutes et c'est prêt. En tant que chef, je mets en avant mon identité. Personne ne peut échapper à ses racines. Des racines africaines sous influence indienne, malaisienne, européenne, une fusion culinaire à l'image de son pays. Pour le risotto, au lieu du riz, j'utilise du maïs brisé. Beaucoup de plats traditionnels sont dénigrés. Alors moi, je les reprends et les aménage pour en faire de vrais plats gastronomiques. Et dans le restaurant du 104 à Paris, ça fait son effet. C'est très bien présenté et les mélanges sont très, très harmonieux. C'est rustique, mais dans le bon sens du terme. Création, mais aussi engagement, Mpoumé refuse d'acheter des produits génétiquement modifiés qui déferlent sur le marché sud-africain. Elle privilégie les producteurs locaux et plus encore les productrices qui, dans leurs petites fermes, ont bien du mal à joindre les deux bouts. Je travaille beaucoup avec ces femmes. On organise des marchés tout le long de l'année. Il m'arrive même de les emmener dans des endroits huppés pour que les restaurateurs et les chefs apprennent à les connaître et achètent leurs produits. Mesdames et messieurs, Mpoumé. Des applaudissements qui réconfortent la jeune chef. Entre l'Europe et les États-Unis, Mpoumé veut se faire un nom. Son objectif ultime, ouvrir dans sa ville natale de Durban un restaurant qui lui ressemble. Jumbo Africa, si vous nous regardez à l'échelle de la planète et du côté de l'Afrique australe, sait-on jamais. Aujourd'hui, un savoureux plat délicieux, concocté par ceux qui nous accompagnent aujourd'hui et qui incarnent la nouvelle écriture de la cuisine africaine. Deux nouveaux invités nous ont rejoint, la Camerounaise Elise Djoumessi. Soyez la bienvenue, vous êtes chef de cuisine, l'une des plus flamboyantes de la nouvelle vague, dit-on, afro-caraïbe. Et avec nous également le franco-ivoirien Loïc Tablé, l'un des jeunes chefs qui monte. Soyez également le bienvenu. Merci. Et c'est du côté du café, du musée d'Aper, ouais. qu'on peut bénéficier du traitement de faveur que vous distillez par coûte extrêmement gracieuse, dit-on, à chacun de vos convives. Vous les recevez très bien. Alors pourquoi dit-on que la gastronomie africaine n'a pas encore écrit ses lettres de noblesse et qu'elle n'a pas la place qu'elle mérite? Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez? Je dirais que je traduirais ça par savoir-faire, faire faire et faire savoir. C'est-à-dire dans le sens où le savoir-faire n'a pas forcément été valorisé. Aujourd'hui, il y a une tradition de transmission orale qui est un peu dans l'air, comme ça, qu'on n'a pas forcément écrite. Faire faire, aujourd'hui, il faut savoir transmettre aujourd'hui à nos confrères, à nos aînés, à nos petits frères aujourd'hui. Ce qui n'est pas encore assez ancré. Vous voulez dire quoi? Que la codification, de l'art culinaire africain n'est pas à la hauteur, par exemple, de ce que l'on voit procéder du côté de l'art asiatique? Complètement. Par exemple. Je pense qu'aujourd'hui, il lui manque une écriture. Il lui manque des codes, il lui manque des espaces où s'installer comme il se doit. C'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui sur des instituts de formation pour les jeunes aujourd'hui. C'est ce qu'on est en train d'installer en Côte d'Ivoire, en l'occurrence, ce genre de choses. Et savoir faire et faire savoir. Aujourd'hui, donc, c'est ce devoir de transmission. Alors, Elise Djoumessi,
à la dernière foire de Tom à Paris, vous avez constaté l'engouement pour la cuisine africaine. Les gens sont intéressés, ils veulent la découvrir. Tout à fait. Malheureusement, comme vient de le dire Loïc, cette cuisine, il faut encore la codifier, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, j'étais agréablement surprise lorsque j'ai participé à la foire d'automne dernièrement. Il y avait un tel engouement. J'étais sur le cul, comme on pourrait le dire. Vous pouvez le dire. De ce que j'ai déduit de cet engouement, c'est que notre cuisine est agréable, bonne, mais les gens ne connaissent pas nos produits. Même si c'est achalandé dans tous les supermarchés, les gens ont tendance à fuir nos Mais comment produits. vous expliquez ce paradoxe? Les gens apprécient, on ne la connaît pas. Voilà, assez. on ne connaît pas nos produits parce que c'est pas marketé, il n'y a pas de... Mais alors, Rogi, Voilà. vous abondez dans ce sens. Est-ce que ça fait sourire les chefs français lorsqu'on parle de cuisine africaine? Souvent, lorsqu'on nous dit, mais c'est de la cuisine africaine. Et il y a la main qui va avec. Oui, ouais, qui va avec, souvent. Complètement. Mais je pense qu'il y a, Voilà, je pense exactement. qu'il y a aussi la connotation de cuisine africaine. Donc, c'est le produit sur des étalages mis en abondance, mais pas au niveau de même de la qualité mis en avant ou quoi que ce soit. Ça n'est pas mis. Pour eux, Château Rouge, c'est sale. Je pense qu'il y a des choses en fait à régler de ce côté-là et le mettre au fur et à mesure en avant. Aujourd'hui, quand ils utilisent la patate douce, ils ont tendance à le mettre dans l'eau, à mettre un peu de cannelle, à mettre beaucoup de beurre. Et puis en réalité, lorsqu'on va leur faire goûter, nous, la patate douce comme on la prépare à la maison avec l'aluminium bien mis au four pour pouvoir garder tous ces arômes, mais comment tu as fait? Mais j'ai juste respecté le produit. J'ai juste fait revenir de Rungis, un produit que vous pouvez avoir tous les jours. Je l'ai mis au four, comme on m'a appris au pays, comme mes parents m'ont appris. Et voilà, vous avez un c'est produit justement brut. cette cuisine gastronomique que vous faites au Café d'Aper, notamment. C'est exactement ça. Ouais. Vous sublimez ces produits on les met, africains. ces produits-là, en fait, qui ont au final tous un goût, un ADN bien particulier. Ce qu'on fait, c'est comme dit très justement Rougui, c'est qu'on les met en valeur, on les met en scène. On va prendre une patate douce, je travaille avec beaucoup d'épices, en l'occurrence le PB, le CC, le cancancan, le gnangnan, ces produits-là, ces goûts-là qu'on ne connaît pas forcément, que certains même Africains ne connaissent pas, le mbongo par exemple, ou toutes les autres épices-là. L'idée, c'est de les accommoder et de les présenter. Il y a un travail de mise en scène des produits et de respect des produits et des saveurs pour les mettre en avant. C'est pour ça que vous avez été un peu gonflé, que vous avez envoyé un texto tweetant à un certain Barack Obama pour genre, façon, manière qu'il vienne... Le hashtag oui, qu'on a mis en place complètement, mais je trouve qu'il faut... Ce serait intéressant. Vous l'avez invité pour qu'on... Ce serait intéressant qu'ils viennent goûter cette cuisine-là. C'est vrai qu'il la connaît, on n'invente rien. L'idée, c'est qu'ils viennent dans ce musée d'art contemporain, au Café d'Aper, pour goûter cette lecture contemporaine de la gastronomie africaine. Alors, lors de son dernier passage, il est allé dans une autre grande maison, malheureusement. Alors, Élise, est-ce que vous pensez qu'une initiative comme celle-là, c'est une manière de populariser, de faire découvrir la cuisine africaine? Non, mais tout à fait. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à une sorte de collectif de chefs africains, parce que nous avons la compétence, nous avons la formation, un collectif de chefs africains qui mettent en avant notre cuisine. Pourquoi pas avoir une émission culinaire où on montre comment on cuisine le manioc? Vous êtes maline, vous, hein? Vous êtes sur TV5, vous envoyez un message au patron de TV5, M. Bigot? Exactement. Qu'on ait une émission où on met en valeur nos produits, avec des chefs comme Loïc, comme Rukia et comme moi-même. Il y a plein de chefs qui ont la formation, qui ont la compétence. Franchement, ce serait aberrant qu'on rate ce coche. Moi, quand je vous entends tous et toutes parler, j'ai l'impression qu'il manque aussi peut-être un peu de fantaisie. Je vois quelques plats taboulé d'attiéké et œufs de caille pochés, igname farci à la sardine tomatée. Et j'en ai une qui n'est pas piquée des hannetons, comme dirait l'autre, c'est panna cotta d'hibiscus au pain de singe. Ça, c'est la carte de Loïc Dabli. Ça, c'est vous qui faites ça, hein? Ouais. C'est interdit de faire du chimpanzé, du chien. Mais non, attendez quand même. Le pain de singe, c'est un produit qui est extraordinaire. Non, mais c'est une boutade. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire, c'est mettre en avant ce produit-là, le pain de singe, le bouille comme on le consomme au Sénégal, et de l'accommoder dans des recettes toutes simples pour que les gens qui ne connaissent pas cette cuisine puissent y accéder de la manière la plus simple possible et découvrent une saveur qui... Et Roguidia, vous avez fait la même chose quand vous êtes arrivé chez Petrosyan. Vous avez introduit comme ça des épices et des petites choses qui viennent d'Afrique. Il a fallu que les clients s'adaptent d'ailleurs à cette touche africaine. Alors, la première fois que j'ai fait tout simplement de comment on appelle ça, de la banane plantain, on m'a dit, oups, ils ne sont pas encore prêts. Alors que j'avais fait un petit coulis à côté de tomates et framboises.
Ils ne sont pas encore prêts, j'ai dit d'accord. Donc on va faire demi-tour. Ensuite, c'est là où je mets plutôt la patate douce d'hibiscus à la poire pochée. On a mis la patate douce avec une sauce vanille. De l'introduire petit à petit. Mais il a fallu du temps. Oui. Après, on a bien sûr fait le mafé en cuisine avec le riz au poisson, vraiment, mais typique comme ils disent. Ça donne envie. Est-ce qu'il y a de fromage dedans? Non, c'est du riz au poisson. C'est du riz au poisson et c'est le poisson séché qui est dedans, c'est pas le fromage. Alors je m'adresse aux téléspectateurs de TV5, j'espère que vous prenez autant de plaisir que nous. Ventre affamé n'a point d'oreille, nous dit-on, à écouter, donc égrener ces noms de plats. Et en quelques secondes, vers son tweet, qu'est-ce que vous avez envie de dire, par exemple, à Barack Obama, à tous ces gens qui ne connaissent pas forcément et qui sont d'ascendance européenne, chinoise? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour aller, aux Africains également, découvrir les saveurs d'inspiration africaine et caraïbe? Parce que même Bité Membaga et les Antilles, c'est un peu la même consonance et assonance. Alors, Barack Obama, je dirais, venez à Paris ou venez au Cameroun, dont je suis originaire, et il y a vraiment des saveurs, il y a des choses à déguster, qu'on n'hésite pas n'hésitez pas à déguster notre cuisine qui est vraiment formidable. J'en profite juste pour signaler l'apparition de ce magazine qui s'appelle Afro Cooking, qui met en valeur vraiment nos produits afro-caribéens. Voilà, c'est le premier magazine fait par un ami qui s'appelle Kossi Modeste. Salut Modeste. Voilà. Donc, achetez-le. Bravo à Modeste, Afro Cooking. Loïc? En quelques mots, à Barack Obama, je dirais... et au monde entier? Au monde entier, cette cuisine mérite d'être connue. Elle est extrêmement complexe. Il ne faut pas la limiter à certains plats, car elle est plurielle, elle a plusieurs saveurs, plusieurs goûts, donc elle mérite d'être connue. Donc Barack, vous êtes invité solennellement au Café d'Aper Loïc Dablé. C'est un lieu incontournable, semble-t-il, comme l'est tout également un quartier populaire de Paris, Paname, capitale des arts gastronomiques du monde. C'est le quartier Château-Rouge, tantôt décrié, tantôt adulé. On y trouve toutes les épices, toutes les saveurs pour achalander de nombreux plats. Je propose de découvrir ce reportage de l'intérieur. Nous sommes à Château-Rouge, au cœur de la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement parisien. C'est dans ce quartier populaire que se trouve le plus important marché africain de la capitale. Ici, les premières grandes vagues d'immigration venues du Maghreb et d'Afrique subsaharienne datent des années 50 et 60. Symbole du Paris cosmopolite, la population étrangère de la Goutte d'Or représente aujourd'hui plus de 40% de la population du quartier, soit 2 fois plus que dans l'ensemble du 18e arrondissement. Au fil des ans, bars et restaurants se sont multipliés, donnant au quartier le côté convivial qu'on lui connaît encore à l'heure actuelle. Dès le milieu des années 80, apparaissent des commerces afro-antillais tenus majoritairement par des Asiatiques. Avec ses étals parfumés et colorés, Château-Rouge rappelle l'ambiance des marchés d'Afrique ou encore de la Caraïbe. Ici, les clients viennent de la région parisienne et même du reste de l'Hexagone. Afin de préparer les plats de leur pays d'origine, ils s'approvisionnent ici en poissons, légumes, bananes, plantains, ignames, patates douces et autres produits frais, séchés ou cuits à des prix plutôt raisonnables. Et même si ces dernières années, les supermarchés proposent de plus en plus de produits exotiques, la diaspora africaine et caribéenne préfère l'ambiance chaleureuse de Château-Rouge. Vous regardez Africanité sur TV5 Monde, au cœur de la seule émission, c'est l'occasion ou jamais de le dire, où il y aura vraiment à boire et à manger pour tout le monde. Nous parlons d'art culinaire, d'inspiration africaine et caraïbe. À cette étape de l'émission, nous accueillons 2 nouvelles invitées. Je vous présente Sona Moulouala. Bienvenue, vous êtes d'origine congolaise, entre autres, importatrice de produits africains. Merci d'être avec nous. Merci. Également à nos côtés, la franco-sénégalaise Fatih Niang, à la tête de Black Spoon. Alors ça, nous sommes sur une chaîne francophone, donc c'est un restaurant itinérant. On appelle ça en anglais food truck. Food truck. Yeah, it's American. Bienvenue, c'est inspiré du pays de l'oncle Sam. Alors, Sona, comment est-ce que, quand on voit ce reportage, comment est-ce que vous allez nous expliquer cet engouement de la diaspora africaine pour Château-Rouge? Écoutez, je vous dirais tout simplement que Château-Rouge, c'est la référence pour toute ménagère. Parce que c'est vrai que ce marché est très convivial et qu'on peut s'y rendre assez facilement. Par contre, pour moi en tout cas, les problématiques de Château-Rouge restent aujourd'hui les prix. Je vois que ça vous énerve aussi un peu. Il y a beaucoup de clichés autour de Château-Rouge. Au dehors du maïs chaud, et puis la police qui vient chercher les gens qui n'ont pas de papier. Il y a quand même un préjudice en termes d'image par rapport à ce que vous voulez poser comme label de qualité autour de la gastronomie afro.
Je pense que sur Château Rouge, la façon de présenter les produits donne une image négative souvent, alors que c'est un endroit qui est très chaleureux, qui est très humain, où les gens ont envie vraiment de mettre en avant tous les produits. Après, je pense qu'il y a des choses à changer et vraiment à redorer quand même le blason, à donner envie de... Et pour Sona, notamment du côté du conditionnement. Exactement. C'est vrai qu'au niveau du conditionnement, aujourd'hui, surtout au niveau des épices, il y a une grosse problématique puisqu'on retrouve des produits ne sachant pas quelle est leur traçabilité. Ce ne sont pas des maracas, je précise pour l'audience. C'est pas tombé d'un camion, c'est ce que vous faites, vous. C'est la manière dont vous conditionnez vos produits. J'ai même trouvé une bouteille. C'est du gingembre, ça peut toujours servir. Du sirop de gingembre. Et c'est important, évidemment, de respecter les normes internationales. C'est la moindre des choses. Exactement. C'est vrai qu'on a créé donc cette boîte avec mon frère aussi il y a maintenant 2 ans et on s'astreint avec un plaisir et un engouement au quotidien pour justement aller dans des pays d'Afrique et arriver à proposer des produits tracés et des produits de qualité. Alors Fatih, je ne sais pas si vous allez à Château-Rouge. Alors moi, je ne fais pas mes courses à Château-Rouge parce que, comme le dit Sona, les problèmes de traçabilité, il faut prouver que nos produits sont justement tracés, sont de bonne qualité, etc. Donc je ne fais pas forcément mes courses à Château-Rouge, mais plutôt à Rungis ou au métro. Ou sinon encore chez Racine. Alors comment ça se passe concrètement? Vous conduisez vous-même le camion, vous êtes au fourneau et vous allez de manière itinérante, on va sur Internet pour savoir comment on fait pour vous trouver? En fait, pour nous trouver, nous on fonctionne beaucoup avec les réseaux sociaux. Donc on a une page pro Facebook où les gens ont liké la page et on met à jour notre planning semaine par semaine. Et ils nous rejoignent directement dans nos emplacements. Et donc, on est constitué d'une équipe. Donc, moi, je conduis le camion. Je suis la gérante, la commerciale du concept. Et j'ai des cuisiniers qui travaillent avec moi qui préparent tous les plats. Alors, est-ce que justement, quand vous avez créé ce concept de fast-food, est-ce que les banques ou d'autres personnes ont essayé de vous décourager? Est-ce que vous avez été victime de ces clichés dont on parlait tout à l'heure? Oui, forcément. Une femme de couleur qui veut créer dans un milieu un peu... spécifique, on va dire, très peu reconnu ici en France, forcément, ça ne rassure pas. Donc, tout de suite, on m'a dit non. J'ai dû faire une dizaine de banques pour obtenir mon prêt. Et c'est à la suite de ça que j'ai pu créer Black Spoon, mais c'était vraiment un parcours du combattant. Rougui, vous pensez que ça appartient à la même, en termes de positionnement, à la même démarche que de vulgariser sur un positionnement haut de gamme les produits d'inspiration afro-caraïbe, lorsque vous voyez qu'avec ce concept de restaurant itinérant, elle se positionne quelque part sur une niche qui n'est pas évidente? Mais je pense que ce ne sera jamais évident en étant femme noire, belle, jolie, et puis en proposant justement des produits qui n'ont pas l'habitude d'être mis en avant et mis à disposition de beaucoup de monde. Et puis en même temps, je pense que la culture africaine fait qu'on va très très peu dans un restaurant africain. On prépare à la maison, on va échanger avec des amis, mais on ne va pas avoir l'habitude d'aller avec les parents, tiens, on va aller manger un tchèp. Non, lorsque je vais manger un tchèp, je me dis... Pourvu que ma mère elle en fasse, je viens, je mange et je prends ma gamelle et après je repars avec. Et je pense que c'est ce qui nous manque. Il faut développer ça. Voilà. Sona, vous importez différents produits d'Afrique. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique parvient à donner une plus-value à tous ces produits? Quand on entend parler notamment de confiture de baobab ou d'hibiscus, on se dit que le potentiel est quasiment inexploité. Moi, j'ai même entendu parler de macarons de safou. Oui, de confiture d'hibiscus. Alors je me demande s'il n'y a pas quelque chose à faire autour de ça. Est-ce qu'il ne faut pas innover en fait? Oui, je pense qu'aujourd'hui, la gastronomie africaine, c'est aussi ça. Pour la faire découvrir, ça n'est pas seulement que des plats typiques que l'on connaît à travers différents pays d'Afrique et des Caraïbes, mais c'est justement de pouvoir innover. Donc c'est vrai que nous, on a eu la chance de pouvoir participer à la foire d'automne avec la chef Élise et des ateliers culinaires qu'elle mettait en place, où on a pu faire découvrir plein de choses. On a revisité des pancakes avec de la farine de mil et de la confiture d'hibiscus, par exemple. On a fait boire aux enfants des yaourts de baobab. Enfin, c'est des choses en fait que les gens connaissent très peu et pourtant qui sont bons pour la santé. Exactement, très bons pour la santé et que
tout le monde apprécie. On a des ateliers enfants où on était complètement plein et c'était juste vraiment génial à voir. Nyang, lorsque vous êtes allé voir votre banquier, que vous avez bénéficié d'un prêt, quand vous lui avez dit que vous alliez vendre du mafé à la sauce d'hibiscus teinté de gingembre à des Blancs qui travaillent dans un quartier huppé de la Défense, est-ce qu'il a fait une tachycardie, une crise cardiaque? Comment ça s'est passé? Presque ça, ouais. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous me racontez? Voilà, je le sens pas, ça va pas fonctionner, on n'a pas l'habitude, on connaît pas. 2 ans après, quel est le bilan? Après, là, il me dit clairement, si je dois passer devant la télé et parler de vous, je leur dirai que des bonnes choses parce que vraiment, vous m'avez prouvé que ça marche, quoi. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut finalement, Fatignan, pour que cette gastronomie africaine se hisse au niveau de la gastronomie mondiale? Moi, je dirais que je rejoins justement Sona et Rougui et il faut moderniser cette cuisine. Il faut faire découvrir aussi les produits qui ne sont pas du tout connus. Il faut, ça c'est vraiment un combat pour moi, mettre en valeur vraiment nos chefs africains qui existent vraiment partout dans le monde et qui ne sont pas reconnus. Et ils ont une expérience de 20-30 ans et ils savent faire des choses extraordinaires. Moderniser, valoriser les produits, j'y rajouterais peut-être un nouveau terme, un autre terme, l'innovation, c'est important, et surtout la labellisation qualitative des produits. Complètement. Exactement. Vraiment, ça, nous aujourd'hui, on tient à avoir des chartes de qualité en travaillant avec nos partenaires africains et caribéens et pouvoir justement aussi proposer des produits que la génération précédente de nos mamans n'utilisait pas. On est quand même une génération fast-food, hein, où il faut que tout soit prêt le plus rapidement possible. Donc c'est vrai qu'on travaille là-dessus, vraiment on travaille là-dessus. Alors juste une petite suggestion, le même sirop de gingembre en version petite bouteille, parce que je vais passer un peu pour un rigolo quand je vais passer dans mon bureau tout à l'heure, c'est possible? C'est possible? Oui, alors c'est possible, il y aura une deuxième version, mais je vous assure que 75 centilitres pour une famille africaine, ça va très bien. Oui, mais sur les familles africaines non tropicalisées et version africanité. Merci à toutes les deux. On revient dans quelques instants. Je propose maintenant de faire un inventaire de quelques-uns des temps forts de l'actualité des semaines récentes. C'est le Zap Africanité. Les 4 hommes font irruption durant un concert de rock au Bataclan, célèbre salle de spectacle parisienne. Ils prennent les 1500 spectateurs en otage et commencent à ouvrir le feu sur le public. La prise d'otage durera près de 3 heures. Parmi les victimes, 2 Tunisiennes, Halima Ben Khalifa Saïdi et sa sœur Ouda Ben Khalifa, un Marocain, Mohamed Amin Ibou Mabarak, 2 Algériens sont morts aussi en ce vendredi 13 novembre. J'ai beaucoup de frères et sœurs à Paris. J'étais vraiment inquiète. Je ne peux pas accepter qu'on dise que c'est des musulmans, vraiment, vraiment. Parce que nous, Sénégalais, la façon dont nous a appris l'islam, c'est pas des violences. Ces gens qu'on appelle les djihadistes, moi je ne les appellerai pas des djihadistes, moi je les appellerai autrement. Des terroristes, des barbares, dont leur intention c'est d'effacer une histoire. Gagné du bolen, nous fawakien. Gagné du bolen, nous fawakien. Mansolen madeglo. Ils sont prêts à braver les contrôles de sécurité. Les Tunisiens se pressent pour assister à la projection du sulfureux Much Loved. C'est leur réponse à l'attentat de mardi. Ils veulent nous faire peur, nous on n'a pas peur, on doit sortir, on doit vivre. Dans une vidéo postée sur Facebook, Loubna Abidar apparaît en larmes, le visage tuméfié, l'arcade sourcilière ouverte. Le film a fait scandale, il est interdit au Maroc. La Tunisie est le premier pays arabe à le montrer. Nabil Ayouch pour Much Loved reçoit le prix du jury. Un festival de métal en Algérie, une image peu commune dans ce pays conservateur. Le métal algérien est né dans les années 90, en pleine période de terrorisme islamiste. C'est une musique de violence satanique. C'est généralement ce qu'ils disent, que je voue une adoration à Satan. On s'est senti visé parce que ce qui s'est passé au Bataclan, tout artiste rêve de jouer au Bataclan, ça fait partie du parcours. Et après, le lendemain, on se dit, il ne faut pas qu'on se laisse faire, au fait. On est là pour le peuple. Et on est sorti chanter dans le métro. Voilà
Voilà pour ce Zap Africanité qui revenait abondamment sur les événements tragiques, les attentats parisiens qui n'ont pas laissé insensible la gente artistique africaine. C'est le cas notamment du chanteur leader charismatique de Magic System qui, il y a quelques semaines, lors de la remise du Grand Prix de la SACEM, rendait un hommage particulièrement émouvant à toutes les victimes. Nous retrouvons sur ce plateau, allez, c'est le sens de nos existences, la vie a continué. Essaye de continuer. Absolument. Monsieur Christian Abégan, chanteur lyrique, hein, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Vous êtes chanteur lyrique. Hein, oui. Quel chanteur. Et quel chanteur. On verra ça tout à l'heure. Hein, bienvenue à vous. À nos côtés également le visage rêvé des anges, c'est Maya. Bienvenue Bonjour. Sur ce plateau. Merci. Vous êtes la fondatrice de Papilles des Îles. Vous êtes également un chef de cuisine à domicile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous appelle et vous venez à la maison pour promouvoir. Exactement. Tout à fait. En fait, les cuisines de l'océan Indien. C'est ça. Donc en fait, vous m'appelez, je viens cuisiner directement chez vous, je fais la cuisine, le service. Seulement chez Amobé, comme ça. Voilà, pas que chez Amobé, chez tout le monde, chez qui veut d'ailleurs. Et donc je fais découvrir ma cuisine de l'océan Indien. Voilà. C'est aussi ça un peu l'innovation. Oui. On a vu que l'économie s'ubérise, comme on dit, c'est-à-dire qu'on trouve de nouveaux modèles économiques pour rendre un petit peu plus digeste, c'est le cas de le dire, eh bien, les voies de consommation, services, produits, voire plus si affinité. Ce que je voulais savoir, c'est finalement la gastronomie de l'océan Indien, est-ce qu'elle a les mêmes problèmes que la gastronomie de l'Afrique subsaharienne? Parce qu'on dirait qu'elle est quand même plus connue. J'ai pas l'impression. En fait, la cuisine de l'océan Indien, en fait, elle est connue uniquement par le curry. Mais la plupart des personnes connaissent le curry grâce à l'Inde, etc. Mais on ne connaît pas la créolisation de l'océan Indien, de cette culture culinaire, en fait. Donc l'océan Indien, donc moi, la cuisine que j'apporte, c'est justement cette créolisation du curry de l'île Maurice, de la Réunion, des Comores. C'est quoi la créolisation? En fait, parce que vraiment, nous, surtout pour les subsahariens, la créolisation. Excusez-moi, c'est pas parce que c'est une émission où on parle cuisine que vous êtes autorisé à parler la bouche pleine, Christian Eboulet. Excusez-moi. En fait, on prend la culture telle qu'elle est, donc comme l'Inde, le curry, et en fait, on fait à notre façon, en fait, hein, à la façon mauricienne. Hein, on va changer les ingrédients, on va changer la façon de mélanger les épices dans le curry, qui fait que va être propre à l'île Maurice, propre à la Réunion. À la Réunion, on ne dit pas curry, on dit le massalé. Et voilà. Mais moi, j'ai une question, moi qui mange plus de viande. Comment vous faites pour faire un civet de zourit? De zourit. Comment vous trouvez ça ici à Paname, capitale des gastronomies mondiales? En fait, on en trouve partout maintenant, le poulpe. Hein, et même sur n'importe quel plateau de poissonnerie, le poulpe, on le trouve quand même assez facilement maintenant. Rougui, l'océan Indien, c'est quand même le tourisme de luxe, le haut de gamme. Quand on parle océan Indien, on parle Seychelles, on parle Maurice, la Réunion, etc. On parle de mélange de cuisine, on parle de voyage énormément. Donc je pense que c'est pour ça qu'on est un peu plus connu, en tout cas que la cuisine sud-africaine. Mais c'est le lait de coco, c'est le curry, c'est le curcuma, c'est tout à fait. Pour vous qui adorez les épices, c'est une cuisine absolument merveilleuse pour vous. Là, vous vous éclatez, là. Mais dans toutes les cuisines, moi, je m'éclate. À partir du moment où il faut manger, c'est bon. Alors, Christian, est-ce que justement la cuisine subsaharienne, est-ce qu'elle est moins connue? Je vous repose la même question que j'ai posée à Maya. Est-ce qu'elle est moins connue que la gastronomie de l'océan Indien? Elle est représentée. Il faut dire qu'elle est représentée un tout petit peu dans le monde. Bon, à part des endroits, les contrées, au pôle Nord, on ne va pas trouver des établissements de ce type-là pour vendre les cultures culinaires. Il y a quand même, là où il y a un groupe social qui se forme, il y a toujours une identité culinaire, parce que c'est un principe identitaire, la cuisine. Donc c'est pour ça que d'autres excellent, comme les cuisines chinoises, la cuisine marocaine a pu faire un tabac et devenir la 3e cuisine au monde pour l'élaboration des recettes et tout le reste. Donc, c'est surtout pour problème identitaire, il y a quand même, c'est représenté, une belle représentation des cuisines. Alors on y revient tout à l'heure, on parle de cuisine, on va parler musique tout à l'heure avec l'une des plus belles sensations des musiques pop caraïbes, elle s'appelle Angie, elle sera avec nous tout à l'heure, c'est une big star, une grande personnalité de la musique dans tout le continent africain, en zone francophone en tout cas. On peut parler cinéma avec vous, Lise-Laure, c'est possible? Oui. Parce que ça va bien avec les chips. C'est gratuit.
Non, Oui. vous ne faites pas de chips Non, de je l'océan Indien, c'est haut de gamme, vous, c'est service traiteur, excusez-moi, fait. Papille des îles. On peut parler d'Adama, qui est un film d'animation? Oui, le film Adama qui est d'ailleurs sorti le 21 octobre. Et moi, c'est une histoire qui m'a touchée parce qu'elle parle, en fait, elle s'est inspirée d'une histoire vraie d'un tirailleur sénégalais qui a fait la Grande Guerre, qui s'appelle Abdoulaye Ndiaye. Et ce personnage est interprété par notre Adama, qui va à la recherche de son frère. Alors, les anciens du village disent qu'il ne faut pas y aller, mais il va chercher son frère Samba et il se retrouve en France, dans le champ de guerre, et ce frère, il ne le retrouvera jamais. Donc je vous propose tout de suite de voir la bande-annonce. Viens parmi nous, esprit des falaises. Salut petit frère. Alors, t'es prêt pour la cérémonie? Ouvre les yeux de ceux qui vont devenir des hommes. Alors tu pars? J'ai pas le choix de toute façon. Mon fils ne reviendra jamais, et tu le sais. J'irai, je rendrai l'or au Nassara, je ramènerai Samba. Reviens ici. On peut savoir ce que tu lui veux? De toutes les provinces, de toutes les nations, vous venez adorer une statue d'or et d'argent. Tu m'as volé. Bah ça va, tu voulais monter au nord ou pas mon pote? Eh bah t'y es. Vas-y Adama. Et quand elle s'effondrera, elle vous entraînera tous dans la fournaise. Sauf ceux qui n'auront pas oublié. Qui n'auront pas oublié l'endroit d'où ils viennent. Alors justement, Simon Roubi, qui est le réalisateur de ce film d'animation, disait, en racontant cette histoire, a rencontré le petit-fils d'Abdoulaye Ndiaye. Et Abdoulaye Ndiaye, qui est d'ailleurs mort en 1998, il avait 104 ans. Et il disait qu'il est mort un peu dans la pauvreté, aucune reconnaissance. Il avait sur lui qu'un petit gris-gris pour se protéger. Et devinez ce qu'il a eu, une reconnaissance à titre posthume. Il a été décoré par l'ambassade de France. Ouais, malheureusement, tous ces tirailleurs Voilà. ont subi ce qu'on appelle la cristallisation. Voilà. Ils n'ont pas été reconnus de leur vivant pour beaucoup. Mon émotion est cristallisée d'un seul coup. On va quand même enchaîner côté cinéma avec l'incarnation d'une personnalité qui, aux côtés de Nelson Mandela, a joué un rôle important. C'est un film qui lui sera consacré, c'est l'archevêque, très très marrant d'ailleurs, Desmond Tutu. Voilà, archevêque Desmond Tutu qui est d'ailleurs très malade. J'espère qu'il pourra voir ce film. Alors le film va commencer, le tournage va commencer en Afrique du Sud en début d'année prochaine. Et le personnage de Desmond Tutu sera interprété par Forest Whitaker, qui a déjà fait Le Dernier Roi d'Écosse, ainsi de suite. Voilà. Donc, vous avez une tête de cinéma, Monsieur Abégan. Vous faites de la télé d'ailleurs dans une émission où on met en avant la cuisine, les arts culinaires, etc. Oui, sur le continent, qui est vu dans 20 pays à peu près. Alors, on pourrait inventer des choses. Vous savez qu'en ce moment, le financement participatif, c'est ce qui permet de mettre en avant de nombreux concepts. Christian, peut-être on peut donner 2 exemples qui sont extrêmement parlants. Le premier, c'est Jean Audoutan, que nous connaissons bien ici dans cette émission et qu'on aime beaucoup, réalisateur béninois, qui doit sortir en janvier prochain un film intitulé Pim Pim Tché, ce qui veut dire garce, sale garce, comme les Emamou. Il me montre du doigt et je n'endosse absolument pas cette locution qui m'a été catapultée sur le cerveau. Alors le pitch est simple. Pim Pim Tché, c'est quoi? C'est l'histoire de Chimène, alias Pim Pim Tché, donc, qui en fait, c'est une escroc, cette fille. Hein, une escroc de l'amour. Elle a 17 ans et elle a repiqué sa 5e. Mais comme elle est très belle, elle est persuadée que son avenir est devant elle. Et donc, ce film délicieux, qui doit sortir en janvier prochain, je le disais tout à l'heure, il a besoin juste d'un tout petit financement. Et pour toutes les informations concernant ce financement, mon cher Amobé, www.touscoprod.com, que vous connaissez bien. Comme toutes les garces. Alors, on peut parler d'un musée africain à Lyon, la ville des Gaules, la ville des Gaunes, spécialité les quenelles à Lyon. Hein. J'ai dit ça pour ceux qui... Oui, c'est bien ça. Exactement ça. Je me dis ça parce que je suis un ancien Gaune et grandi à Lyon, je ne raconte pas ma vie. Mais, mais un peu quand même. On va le savoir. Voilà. Alors, le musée africain de Lyon, c'est un musée qui
promeut les artistes africains contemporains. Et c'est un musée qui a aussi besoin d'argent. Malheureusement, voilà, il faut rénover ce musée. En ce moment, il y a une expo de deux jeunes artistes, un Sénégalais, Sidi Diallo. C'est un peu pour ça que je suis ému. Décédé malheureusement cette année, mais qui faisait des choses sublimes. Et ses œuvres vont lui survivre. Elles sont à voir dans ce musée. Et puis un jeune Éthiopien, Ezra Oubé. Alors lui, il fait des choses absolument étonnantes qui sont mises en vidéo, de la peinture, mais que vous pouvez voir en vidéo. Alors, toutes les informations pour pouvoir financer ce musée, ce sera un beau cadeau de Noël, sur le site internet www.musée-africain-lyon.org. C'est un peu long, mais voilà. J'ai noté tout à l'heure de la panna cotta d'hibiscus au pain de chimpanzé, de l'huile d'olive au cacao en pipette. C'est ce que vos confrères proposent. Quel est le tube chez vous? Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer tout de suite maintenant? Tout de suite maintenant, Oui. Des petits samoussas au thon qu'on a le plaisir de déguster très souvent avec moi. Du curry de bœuf, curry de poisson et végétarien aussi. C'est quoi le curry d'ailleurs? Le curry, c'est le curry. Sauf que nous, à l'océan Indien, on dit le curry. Voilà, on créolise. on apprend tous les jours. Voilà. Alors, c'est le moment des cadeaux. Nous avons un chef ici qui va, dans quelques instants... non, mais je parlais de vous. Elle est au-dessus des parties. Elle est hors catégorie. Hein, c'est notre invité principal. Vous n'existez quasiment pas, sauf pour nous offrir de cadeaux. En introduction, je disais tout à l'heure qu'avant de nous présenter ça, vous êtes quand même un personnage incroyable. Vous avez tous les talents, la télévision, l'art lyrique... L'art lyrique, oui, la cuisine est tellement difficile, hein, c'est l'armée, comme elle a dit, donc il faut trouver des moments et des éléments pour pouvoir essayer d'avoir une recharge émotionnelle et pour la repenser. Donc moi, la musique m'a toujours accompagné, donc ça fait des choses de très bien. Est-ce que émotionnellement, vous pouvez nous accompagner par votre voix pour découvrir ce plat? D'abord Là avant ou bien la voix d'abord. La voix d'abord. There's a man going round taking the names. Applaudissements. Une voix de basse, hein, oui, Christian. Basse. Alors, pour nous servir de la terrine froide de manioc. C'est oui, Noël. Noël avec le canard gras, canard Oui, mais farci. Christian, si je suis noir, est-ce que c'est sûr que j'aime le manioc? Pas forcément. Il faut aimer le manioc. Hein. Mais pourquoi? Il faut, parce que déjà, c'est un produit qui n'a pas de gluten. Alors, est-ce qu'on peut le voir? Vous pouvez nous montrer un peu? C'est un produit qui n'a pas de gluten. Donc, on fait des terrines généralement pour l'entrée, des choses moins grasses. Et la feuille de manioc se marie très, très bien avec le canard. Sauf que j'y ai mis un peu de foie gras. Et puis c'est assez délicieux, c'est simple, c'est bien pour commencer un repas. Ça donne envie. Alors d'habitude dans les émissions auxquelles vous êtes invité, vous jugez, souffrez que vous soyez jugé? Ah, absolument. Le regard d'une experte, Rougui? Et je ne juge point. Elle déguste, Rougui. Mais on fait genre façon, c'est comme à la télé, on peut, mais en canaillons-nous. Alors qu'est-ce qui se passe? Chacun va prendre un petit bout de ceci, cela. Sur le fond qui est le côté qui... Le temps de regarder du côté de chez Christian dans quelques instants pour un peu de nourriture spirituelle. Oui. On va parler actualité livresque entre deux bouchées fines. Oui, mais d'abord la c'est bouchée. formidable, La littérature va attendre. Oui, on se lâche un peu. Hein. C'est-à-dire que vendre la famille d'un point d'oreille, c'est ça? Ça y est, c'est parti. Ça part dans tous les sens. Vous ne goûtez pas? Goûtez, très cher. En tant qu'experte, nous partageons? Tout à fait, on partage. Nous convolons en juste noces de manioc. C'est le concept manioco non dépressif. Voilà, c'était une référence pour Il est le chinois, méconnaissable, mais je n'aime pas le manioc. Oui, la feuille, elle est vraiment Quelle retravaillée. Formidable. Pour lui donner vraiment c'est la bouche pleine. une tendreté parfaite pour pouvoir aller faire les terrines. Parce que la feuille de manioc est dure, hein, c'est un peu vraiment comme une brosse. Formidable. Elle est pilée généralement, mais après, elle est cuite, elle est mixée pour pouvoir donner cette tendreté, de pouvoir la travailler dans les... C'est excellent. En tout cas, pour ma part, c'est excellent. Et qu'est-ce qu'il y a dessus, là? Il y a une petite... du blanc, là? C'est du manioc, produit excellent. Dans le monde, c'est l'un des meilleurs aussi. Du manioc comme ça, Le Brésil a fait ses lettres de noblesse grâce au manioc. Et puis, c'est excellent pour la santé parce que ça n'a pas de gluten et il y a une grande inaccoutumance au gluten dans le monde. Très bonne idée. Eh bien, cela, j'imagine, nous invite à passer au point de résistance intellectuelle. Des nourritures beaucoup plus spirituelles, avec le volume 6 des aventures d'Akissi de Marguerite Aboué qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Toujours succulent, délicieux, c'est hilarant. Je conseille
en cadeau de Noël pour les enfants. Hein, Christian, c'est magnifique à découvrir Absolument. absolument. Marguerite Abouet, Akissi, Où est-ce qu'on peut 6. l'acheter? Partout dans toutes les bonnes librairies, Oui. y compris, je ne devrais pas le dire, mais sur Internet, vous le trouvez également. Vous êtes gentil, mais vous avez un bout de manioc entre les dents. C'est pas très courtois. Pour ceux qui nous regardent, on peut parler un peu de BD toujours, mais pour les grands, mais également pour les petits. Absolument, la BD avec pour les grands et pour les petits, hein, et surtout pour ceux qui, comme Amobé, aiment les livres avec des images et peu d'écriture. Il n'aime pas lire, Amobé. Donc, Tempête sur Bangui, ça vient de paraître aux éditions La Boîte à Bulles. Vous saurez tout sur ce qui se passe depuis quelques années en Centrafrique par Didier Kassai, un excellent BDiste centrafricain. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge pour cela? Ah non, c'est de 7 à 77 ans. Et encore en dessous de 7 ans. C'est l'élasticité intellectuelle. Si même Amobé comprend tout, Exactement. Maya dit quelque chose, défendez-moi. Vous êtes sans voix. Tout à fait. Mais en tout cas, vous portez pour moi. Il n'y a pas de problème. Un mot peut-être encore pour un cadeau, pour un bel objet. Oui, là c'est un objet en fait. C'est Pierre Amrouche qui, à travers cet ouvrage, ce bel ouvrage intitulé Carnet de route au Gabon, regard de masque, Pierre Amrouche rend un petit peu hommage à ces populations gabonaises qui l'ont initié à la sculpture, notamment gabonaise. Et vraiment initié au sens propre, hein, c'est-à-dire à la fois le buitier, etc., mais aussi la connaissance de ce que c'est que vraiment la sculpture, les masques gabonais, il y en a beaucoup. Et il rend hommage à toutes ces populations. Aujourd'hui, Pierre Amrouche, c'est un expert en art, notamment à Paris. Merci pour vos lumières livrées. Dire que ça paraissait aux éditions Présence africaine. Ah oui, maison exceptionnelle. Une grande maison, hein, qui est donc la c'est- pionnière, celle qui a permis l'éclosion de tous les plus grands, depuis Alioune Diop, en passant par Cheikh Anta Diop et quelques autres. C'est un joyau. Merci beaucoup, Christian Abégan, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Vous revenez quand vous voulez. Merci. Vous revenez surtout avec Au le moment où manioc, vous l'invitez, Christian. vous m'invitez avec. Parce que Absolument. s'il y a toujours ça, il n'y a pas de problème. Surtout que monsieur prépare un album. Oui, un album est pas mal de concert l'année prochaine. Et puis bonne chance pour ce restaurant. Je crois que je viendrai en tant que commis. Hein. Bon, on vous laisse gérer votre cuisine interne, c'est le cas de le dire. On revient dans quelques instants à l'échelle de l'éternité pour quelques poussières de secondes, mais pour le meilleur de la créativité, voici notre invitée. Elle est avec nous, elle nous vient de la Caraïbe francophone. On regarde un florilège de sa créativité incandescente, NG. Je suis tombée amoureuse du mon cœur chavire pour toi. Chantez tous avec moi. Je suis tombée amoureuse du. Ça fait longtemps que j'ai envie de chanter du Sega. J'allume ma radio, aussitôt arrivé. Sega et Zouk, oh Maloya, c'est la musique des îles. C'est pourquoi je demande de danser, de chanter. Oh, c'est toi, vois rien compliqué. Agir en étant sensé. Celui qui mentira pas, qui découchera pas, celui-là me séduira. Celui qui m'encouragera, me valorisera, qui ne me jugera pas. Charme-moi, prouve-moi par un plus belle. Charme-moi, fais tout pour me combler. Lingi ya wawe gombe zera menji gonchene bendine. Hey ale oyongo itu isumagurema. Awana, oh Africa. Awana, oh Africa. La suite sur Internet, allez-y faire un tour, tv5monde.com ou alors sur tous les réseaux sociaux pour la version plus orthodoxe et avec justesse, s'il vous plaît, car nous accueillons, et c'est un événement pour nous, ici, l'une des fines fleurs de la créativité tendance Caraïbe. À son actif, elle est de très nombreux albums qui la voient être publicités à la fois dans la Caraïbe, mais également dans toute l'Afrique, où un long palmarès qui salue son parcours, eh bien, édifie encore les fans que nous sommes heureux d'accueillir. NG, bonjour. Bonjour à tous. Soyez la bienvenue, ça vous fait.
Alors, normalement, c'est Kaofé, parce que Saofé, c'est la Martinique. Et Voilà, c'est Kaofé. Kaofé. Kaofé, ça, c'est la Guadeloupe, ça. Ça, c'est la Guadeloupe. Oui. Ouais, Et faut moins pas mélanger bien, les moins créoles. bien tout bonnement. Voilà. Et puis, en plus, créole de l'océan Indien, c'est quasiment la même... Essayez de communiquer, tiens, c'est la fête, là. Oui, il y a pas mal de similitudes. Oui. On arrive à se comprendre, en tout cas. Nous, chez nous, c'est qui manière. Qui manière, Ouais. qui manière, avec l'accent, un peu à la fougueuse, C'est ça. comme le ferait une Jocelyne Béroa. Exactement. Alors, Angie, en reprenant Awana du Gabonais, donc Pierre Akédengue, on a le sentiment que c'est plus qu'un hommage, parce que dans votre dernier projet, vous parlez plusieurs langues, hein, si je ne m'abuse. Alors, en fait, effectivement, par rapport au fait que Pierre Akédengue, lui, ait rendu hommage à la diaspora africaine dans le monde, et en citant la Guadeloupe, la Martinique, Porto Rico, enfin voilà, la Guyane et tout, pour moi, c'était normal de rendre réponse à cet hommage-là, moi-même en citant des pays d'Afrique qui ne font pas partie de la version originale. Et voilà, parce qu'on se sent tous, nous, Antillais, Africains. Mais vous savez que c'est un monument, hein, Pierre Monsieur Akédengue. Pierre Akédengue, c'est un monument de la musique à Ouana, tout africaine. particulièrement, Et pour moi, c'est- ça a été un honneur, mais tellement immense. J'y croyais pas quand j'ai su qu'il avait apprécié l'interprétation, la musique aussi jouée par Monsieur Ronald Rubinel, donc avec qui il avait déjà travaillé par le passé. Hein. Donc il y avait quand même plusieurs liens, plusieurs parallèles. Si j'ose dire, parce que Liselor vous a posé une question, vous nous laissez un peu sur notre faim, parce qu'elle vous a demandé si vous ne chantiez pas dans d'autres langues africaines. C'est le cas, vous chantez dans quelques langues africaines alors en sur fait, un projet que vous portez. il y a des choses que je prépare, effectivement, qui restent encore un peu secrètes. Ah, c'est parce que Liselor est déjà dans les indiscrétions. Mais comment vous faites, Liselor? Ah oui, il y a Quel est beaucoup votre de gris-gris, choses. Liselor? Voilà, on va dire que Awana, ce n'est pas un accident, en tout cas je l'espère. Et donc il y a des choses effectivement en préparation. Mais sinon, effectivement, dans cette chanson, je chante en miéné, puisque c'est la langue, voilà, l'une des langues du Gabon, et avec un petit peu de lingala. Mbolo, Mais le c'est un- Gabon, c'est un bonheur, la langue africaine. on salue tout le Vous monde savez, du moi, côté du je suis Gabon. africaine très... Ah oui, On va en reparler. Rougui, est-ce que dans les cuisines, vous susurrez, vous chantez? Parce que sous la salle de bain, en cuisine en général, mais quand on est chef, est-ce qu'on chante, est-ce qu'on se lâche, est-ce que... Alors en cuisine, on reste plutôt calme. Après, quand c'est une petite brigade, voire seule, on arrive à chanter. Mais puis souvent, on ne chante pas devant tout le monde parce qu'on chante très très faux souvent quand on est en cuisine. Ça dépend. Et donc, voilà. Ça dépend parce qu'à nos côtés, j'ai fouillé dans votre passé, jeune dame Maya, vous êtes danseuse et vous avez accompagné quelques grands de la chanson africaine, notamment un certain Orlus Mabélé. Ah oui. Orlus Mabélé. Amobé est trop jeune pour connaître. J'étais très jeune, mais oui, effectivement, ça m'est arrivé de danser pour lui. Et une autre star de l'océan Indien aussi. Une autre star de l'océan Indien, Denis Hazor aussi, j'ai eu l'occasion, un court moment de danser avec lui, oui. Comme quoi, la musique, la danse, la cuisine, parfois ça va ensemble. Reste en nous. Par contre, chanter comme ça fort, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Moi, quand je suis chef à domicile, c'est différent. Moi, je mets la musique pour agréer la petite soirée chez le client, et moi, je me mets à chanter aussi pour faire connaître aussi un peu la langue, le créole. Bon, ici, sur ce plateau, on a un maître chanteur, mais pour d'autres raisons, c'est plus singulier. Dites-nous... La cuisine, c'est de l'art. Hein. Donc, mais bien sûr. Ça se rejoint avec la musique. Absolument. Alors, vous êtes, on l'a dit, originaire de la Caraïbe, vous avez un parcours incroyable, vous avez commencé dans les bars, les cabarets, les orchestres, une rencontre avec un groupe qui est salué, adulé par toute une génération, c'est Énergie. Oui. Et derrière ce destin, il y a aussi une rencontre avec l'un des plus grands producteurs de toutes les générations, c'est Ronald Rubinel. Ronald Rubinel, quel privilège. J'ai eu de travailler avec lui parce qu'il sait faire tous les styles de musique, c'est incroyable. Hein. On n'arrive pas à le pincer sur un... Il sait tout faire. Donc, moi, j'ai été comblée. J'ai pu avoir donc de la musique africaine. J'ai pu avoir aussi de la musique latine, de la bachata, de la mazurka, du merengue, de la salsa, du zouk, Sega du de chez compas, elle. du Sega, et j'en passe. Mais vraiment de tout avec lui, et c'est ce qui est merveilleux. On connaît les trois grandes de la folle épopée de la musique caraïbe. Si on parle du zouk, il y a Jocelyne Béroa, Edith Leffel, qu'on n'oublie pas, évidemment, et Tania Saint-Val. On considère que vous êtes avec quelques autres, bien sûr les Zouk Machines, évidemment, mais on parlait en carrière solo. On considère que vous êtes l'une des héritières. Est-ce que vous vous sentez emboîter le pas de ces grandes dames qui ont ouvert un sillon qui a touché vraiment plusieurs générations sur plusieurs continents? Alors, ces grandes dames, comme vous dites, pour nous, c'est la référence.
par rapport à ce que j'ai fait, par rapport au clip que j'ai sorti, où on voit vraiment que la Caraïbe est mise en avant. J'ai été nommée ambassadrice de l'aéroport de la Guadeloupe, mais ce sont des choses qui sont importantes, ce sont des choses qui nous aident à, en tout cas via les médias, via TV5 Monde, via Internet, on arrive à exporter notre musique et à la faire connaître, à la partager. Et donc, comme l'ont fait ces grandes dames que sont... Exactement. Et avant elles, les Moon de Rivel, etc., dont vous êtes des dignes héritières. Mais en tout cas, pour moi, j'ai eu l'occasion, en tout cas, d'aller à plusieurs reprises en Afrique, de passer par Abidjan, par le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, enfin... Vraiment de tourner un peu partout. La dernière fois, c'était sur le stade Congo, Massamba-Déba. Voilà, à Brazza, voilà, pour un très très grand concert. Ça s'est très bien passé avec Magic System qui était présent. On ne dit pas tout parce qu'il y a d'autres surprises qui attendent. Hein. C'est vrai. Ouais. Comme d'ailleurs, pour ceux qui regardent cette chaîne intensément, il y a quelques programmes spéciaux pour les fêtes qui seront rediffusés sur les antennes de TV5 Afrique. On peut parler notamment du concert de Jagger, l'enfant terrible Alpha Blondie. Excellent rediffusion concert. de ce concert, c'est à la Cigale le 26. Ce sera le 26 décembre prochain. C'est le concert qu'il a donné à la Cigale où Lise Laure faisait la fourmi. Cigale et la fourmi. J'essaye, c'est pas facile. À la perche. Oui, allez, le 26 décembre, on y sera devant les écrans. Autre concert magistral, le système magique d'Assalfo et sa bande. Ce sera donc le 1er janvier pour bien démarrer l'année. On pourra donc retrouver ces grandes personnalités qui incarnent la musique africaine sur les antennes de TV5 Monde. Lise Laure, peut-être 2 autres programmes spéciaux autour de ces fêtes. La rediffusion d'un film d'animation qui tient à cœur. Oui, Soundiata Keïta, Le Réveil du Lion, qui a déjà été diffusé sur TV5 et qui sera diffusé le 27 décembre. Et le téléfilm Toussaint l'ouverture en 2 parties. Première partie le 22 décembre et deuxième partie le 29 décembre. Christian, on n'est pas en reste avec vous sur la grille. Oui, absolument. Il ne faudrait pas être en reste parce que c'est un spectacle humoristique. Domino, c'était à l'Olympia et ce sera le 25 décembre. Est-ce qu'on peut revenir sur un événement dont l'intitulé était « Concert pour la planète » et qui intervenait à Dakar? Oui, qui s'est déroulé ce mois-ci à Dakar en début de mois. C'était un concert pour la planète en ce mois de COP21, n'est-ce pas? Il fallait y aller pour protéger notre belle petite planète, n'est-ce pas? On dira à Mauvais. On dira ça comme ça. Est-ce qu'on a le temps, lorsqu'on est comme vous, vous êtes une jeune femme d'une génération qui est privilégiée au sens où vous représentez quelque chose au-delà des frontières françaises. Vous êtes reconnue dans le monde entier pour le parcours d'excellence que vous avez posé. Est-ce que vous avez le temps de lire, d'écouter de la musique? Quels sont vos goûts? Est-ce que vous connaissez NG? Qu'est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous zoukez? Est-ce que vous êtes plutôt tendance hip-hop? Qu'est-ce que vous écoutez? Moi, je sais. Lecture. Exactement. Et quelle lecture? Un très très grand, Amadou Hampâté-Bâ notamment. Amadou Hampâté-Bâ, ça va être... Ampoulé l'enfant Peul, par exemple, dont vous m'avez parlé, je me souviens. Exactement. Les livres que vous avez présentés de Aya, que je les ai tous lus. Et puis en ce moment, c'est par contre sur l'altruisme. Donc c'est Mathieu Ricard. Exactement, c'est autre chose. Merci en tout cas d'être venue. Maya, on rappelle que vous êtes la créatrice de Papilles des îles, service traiteur à domicile. Oui. Une invitation peut-être pour aller accompagner à domicile NJ? Oui, pourquoi pas. Avant de vous retrouver dans un pays de grande culture et de civilisation, vous allez passer le nouvel an en terre africaine. Ah oui, j'y tiens. Où ça? Oui. Eh bien, au Mali. Au Mali. Voilà. Malgré oui, tous les événements douloureux et tragiques qu'on a connus, il faut continuer à se rendre en Afrique. C'est votre manière de soutenir d'ailleurs. Tout à fait. D'accord. Ce sera un show, un grand spectacle où je pourrais interpréter toutes mes chansons, notamment Je suis, qui a eu beaucoup de succès en Afrique et partout dans le monde. Je suis, ça faisait comment? Je suis. Que je vais d'ailleurs interpréter sur ce plateau. Et je remercie toute l'Afrique, tous les médias qui m'ont beaucoup soutenue concernant cette chanson. Voilà, donc on va retrouver toutes mes chansons qui figurent sur mon best-of, qui réunit tous mes succès depuis mes débuts et ainsi que tous mes clips. Iniche, comme on dit du côté du Mali. Iniche, ça veut dire merci. Merci en pile. Oui.
Merci en pile d'être passé. On salue toutes celles et ceux qui vous accompagnent. Vous pouvez donner un mot quand même pour ceux qu'on va retrouver sur scène avec vous et qui sont ceux qui portent la voix, les musiciens. On va retrouver sur scène. Alors, il s'agit de Marie-Céline Cronet au chœur, avec Nicolas et Régis à la guitare. Merci beaucoup d'être venu. Angie, on vous retrouve tout de suite sur notre plateau pour un titre extrait de votre fabuleux répertoire. Merci Rougui. À très bientôt, ici ou ailleurs. Et vous venez à domicile quand vous voulez, au Papy des Îles. Pas de problème. Merci pour cette toute dernière émission de la saison. Merci à tous les techniciens, le peuple et la postérité. On se sépare en monnaie musicale sonnante et trébuchante avec Angie. J'ai trouvé l'âme du bonheur, l'amitié sous abri, comme il était si juste à mon esprit. J'ai trouvé dans un cœur le génie de certains hommes assagis, les peines recueillies et tout ce qui clarifie. J'ai trouvé sous garantie un ami. Je suis bien avec toi, toi qui accompagnes mes études, mes hivers. Je suis bien avec toi, toi qui accompagnes mes défaites, mes victoires aussi. Je suis. Tu m'en veux souvent. Dans ces cas-là, tu m'en veux. M'en veux pas. Tu m'en veux. On se connaît pas. Tu m'en veux. Souvent. Tu m'en veux. Dans ces cas-là, tu m'en veux. M'en veux pas. Tu m'en veux. On se connaît pas. Calme-toi, t'énerve pas, mais sans pour autant m'arracher bras à mes oreilles. Et n'essaie pas de me serrer. Suis.